La pluie martelait le toit de ma maison comme si elle avait une rancune personnelle. Ce genre d'orage qui donne envie de se recroqueviller sous les couvertures et d'oublier le monde. J'étais affalée sur mon canapé dans la petite ville de Crestview, vêtue de mon sweatshirt préféré des Broncos délavés, en train de faire défiler des missions de design sur mon ordinateur portable, quand un coup frappé à la porte perça le tonnerre. Je m'appelle Élise Laurent et je suis graphiste freelance. Je pensais avoir laissé le drame derrière moi à Denver. Cette nuit-là pourtant, le drame m'a retrouvée. Je me traînais jusqu'à la porte, m'attendant à un voisin qui venait emprunter du sucre, ou peu être un livreur égaré. Au lieu de cela, j'ouvris sur un porte-bébé trempé, posé sur mon perron comme un colis oublié. À l'intérieur se trouvait un petit paquet enveloppé dans une couverture rose. Ses yeux sombres me fixaient en silence, calme et attentif, comme si elle m'évaluait. Mon cœur s'arrêta net. « Hello » criai-je dans la tempête, mais tout ce qui me répondit fut le crissement de pneus qui s'éloignait à vive allure dans la rue. Un mot détrempé était glissé dans le porte-bébé, claquant dans le vent. Je le saisis, les mains tremblantes, et lus les mots écrits de la main irrégulière de ma sœur Valérie. « Je n'y arrive pas. Elle est à toi maintenant, Élise. » Valérie, ma grande sœur, celle qui avait toujours été un tourbillon de chaos, les fêtes, les mauvais petits amis, et un talent pour disparaître quand les choses devenaient difficiles. En grandissant à Denver, nos parents étaient obsédés par leur image au country club, leur façade parfaite de famille Moreau. Valérie était la rebelle, toujours dans les ennuis, tandis que j'étais la discrète, dessinant dans ma chambre, essayant de rester invisible. J'avais déménagé à Crestview pour échapper à leur jugement, à leur froideur et au chaos de Valérie. Mais voilà que son bébé se retrouvait abandonné sous la pluie comme un chien errant. Je ramenais le porte-bébé à l'intérieur. Mon petit salon semblait rétrécir à chaque seconde. Le bébé ne pleurait pas, ce qui m'effrayait encore plus, que si elle l'avait fait, elle me regardait simplement, comme si elle savait que j'étais complètement dépassée. « D'accord, Élise, réfléchis. » Marmonnai-je en faisant les 100 pas devant mon bureau encombré et mes plantes à moitié mortes. Je ne savais même pas que Valérie était enceinte. Elle n'avait pas appelé depuis des mois. Hôpital, police, nos parents, rien que l'idée d'appeler nos parents me nouait l'estomac. Ils avaient renié Valérie quand son addiction avait empiré. Et ils m'avaient toujours traitée comme une déception pour avoir choisi une vie bohème plutôt que leur monde de haute société. Je composais quand même le numéro de ma mère, les doigts maladroits sur le téléphone. Elle décrocha d'une voix tranchante. « Tu sais quelle heure il est ? Maman, Valérie a laissé son bébé sur mon perron. Il n'y a qu'un mot. Je ne sais pas quoi faire. » Silence. Puis, « Eh bien, Élise, je suppose que c'est ta responsabilité maintenant. » « Quoi ? Maman, je ne peux pas. Ta sœur a fait son choix, coupa-t-elle, froide comme toujours. Nous ne pouvons pas laisser ce scandale éclater. Gère ça discrètement. Passe-moi papa. Hildord, ne hausse pas le ton avec moi, Élise. C'est pour ça que Valérie ne pouvait pas te faire confiance pour gérer les choses correctement. Sois discrète. Clic. La ligne fut coupée. Je fixai le téléphone, puis le bébé qui laissa échapper un petit reniflement, comme pour me rappeler qu'elle était toujours là. « Juste nous deux, hein ?» dis-je, la voix tremblante. J'avais 25 ans. Je peinais à maintenir mes missions freelance à flot. Et maintenant, j'avais un enfant. La panique me griffait, mais ses yeux, ses grands yeux confiants, me poussaient à continuer. Je trouvai une vidéo YouTube sur les soins au nouveau-né, saisis mes clés et courus à la pharmacie, ouverte 24 heures pour des couches et du lait en poudre, la laissant seule pendant 12 minutes angoissantes. Je n'arrêtais pas d'imaginer qu'elle se réveille en pleurant sans personne. Quand je revins, elle dormait encore. Je m'effondrais sur le sol, tremblante, lui promettant que nous trouverions une solution. Le lendemain matin, j'appelai pour me faire porter malade à mon emploi, à temps partiel en magasin. Ma patronne ne voulut rien entendre.
Une urgence familiale ne suffit pas après la période d'essai, lâcha-t-elle. Je perdis le poste une semaine plus tard, mes économies fondant, alors que j'achetais des biberons, des vêtements et un berceau d'occasion. Le seul document était une demande d'acte de naissance à moitié remplie, indiquant le 20 et un décembre comme date de naissance. Le solstice d'hiver, un espoir dans les temps les plus sombres. Alors je l'appelais Léa, ma petite lumière. Cette première semaine, pendant un biberon au milieu de la nuit, je lui chuchotais « Je n'ai aucune idée de ce que je fais, mais nous traverserons cela ensemble. » Well, je ne le savais pas encore, mais cette promesse allait définir la prochaine décennie de ma vie et le combat que je n'avais pas vu venir. 10 années passèrent comme un tourbillon de tasses à bec, de spectacles scolaires et de deadlines de dessin tard le soir. Léa grandit de ce petit paquet silencieux, en une enfant pleine de feu, des jambes dégingandées, des mains tachées de peinture et un rire capable d'illuminer notre petite maison de Crestview. J'ai changé mes rêves de Denver contre cette vie dans une petite ville, le freelancing depuis mon bureau, encombré à la maison, pour pouvoir être là pour ses premiers pas, ses premiers mots, son premier but au soccer. Chaque dessin au crayon sur le frigo, chaque histoire du soir sur notre canapé affaissé ressemblait à une victoire. Je n'élevais pas seulement Léa, c'était elle qui me sauvait, me donnant un but que je n'avais jamais trouvé dans le monde de surfaces polies et de promesses vides de mes parents. Mais un après-midi, alors que j'ajustais un logo pour un client, un coup sec ébranla ma porte. Léa était chez son amie Sophie pour une soirée pyjama et je n'attendais personne. Quelque chose dans ce coup, trop fort, trop exigeant, me noua les entrailles. J'ouvris la porte et ce fut comme entrer dans un mauvais rêve. Là se tenait Valérie, ma sœur, semblant sortie d'un magazine. Manteau de créateur, maquillage impeccable, et pas un cheveu de travers. À ses côtés se trouvaient nos parents, le visage de ma mère figé dans cette grimace familière. Mon père fixait ses chaussures. Derrière eux, un homme en costume élégant serrait une mallette comme une arme. « Salut Élise », dit Valérie, son sourire tout tendant, sans chaleur. « Nous devons parler de ma fille. » Le monde tournoya. Je m'agrippais au cadre de la porte, ma voix plus ferme que ce que je ressentais. « Ta fille, tu veux dire celle que tu as laissée sur mon perron, sous l'orage il y a 10 ans ?» Les yeux de Valérie brillèrent de larmes qui semblaient répéter. « J'étais malade à l'époque, Élise. J'ai changé. Je suis sobre. Je réussis. Je la veux de retour. » L'homme, en costume, s'avança. « Mademoiselle Laurent, je suis Richard Langston, avocat. Nous sommes ici pour discuter des arrangements de garde pour Léa. » Garde. Le mot frappa comme un coup, mais sous le choc, quelque chose de plus féroce montait, un instinct de mère ours forgé par 10 années d'amour. « Vous n'entrez pas, dis-je en bloquant l'entrée, et vous ne discuterez pas de la garde de ma fille. »« Notre fille, » corrigea Valérie, la voix mielleuse. « Soyons civilisés, Élise. »« Civilisés ?» Je ris amèrement. Comme abandonner un nouveau-né sous la pluie, c'est civiliser. Ma mère s'avança, son collier de perles scintillant. « Élise, arrête d'être dramatique. Ta sœur essaie de réparer les choses. Après 10 ans, donne-lui une chance. » Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Mathieu Moreau, mon meilleur ami de l'université et un excellent avocat. Son pick-up bleu arriva dans mon allée quelques minutes plus tard et il s'approcha avec un calme plein d'assurance. « Timing parfait, » dit Langston, son sourire crispé. « J'allais présenter les documents de demande de garde. »« Alors présentez-les-moi, » répondit Mathieu en se plaçant à mes côtés. « Je suis l'avocat de mademoiselle Laurent. »« Tu savais que ça arriverait ?» marmonna mon père en relevant enfin les yeux. « Non, » répliquai-je sèchement. « J'ai simplement appris à ne faire confiance à aucun de vous. » Tout. Nous nous retrouvâmes dans mon salon, Mathieu insistant pour que cela paraisse coopératif. Il s'assit à côté de moi sur le canapé, tandis que Valérie, mes parents et Langston
se perchèrent sur des chaises habituellement couvertes de fournitures artistiques de Léa. Langston étala des papiers sur ma table basse. Ma cliente est sobre depuis 3 ans, possède un foyer stable et une carrière florissante. Elle est prête à assumer son rôle de parent. Sobre, je fixai Valérie. Tu consommais quand tu l'as eue. Valérie tamponna ses yeux avec un mouchoir élégant. J'étais dans un endroit sombre, mais je vais mieux maintenant. Je peux donner à Léa tout ce qu'elle mérite. Tout ce qu'elle mérite. Ma voix trembla. Elle mérite une mère qui ne l'a pas abandonnée. Elle mérite des grands-parents qui ne l'ont pas traitée de scandale. Elle a d'excellentes notes, joue au socket, adore peindre. Saviez-vous tout cela? Non, parce que vous avez été absent toute sa vie. Nous avons essayé de nous impliquer, coupa ma mère. Tu nous as repoussés. Mathieu leva une main. Restons sur les faits. Vous accusez Élise d'avoir éloigné Léa de sa famille. C'est une accusation vague. Nous avons des preuves, dit Langston en sortant d'autres papiers. Refus d'appel, invitations ignorées. Curieux, dis-je en me levant. Je marchai jusqu'à mon bureau, déverrouillai un tiroir et sortis un dossier épais de 10 années de preuves. Messages vocaux, textos, emails. J'ai des preuves aussi. Chaque fois que vous l'avez ignoré, chaque fois que vous l'avez appelé un problème. Le visage de Valérie vacilla d'une émotion. La peur peut être. Qu'est-ce que c'est? Une assurance, dis-je, précisément contre cela. Mathieu parcourut les papiers de Langston. Il demande la garde exclusive. Élise, avec des visites supervisées pour toi. Certainement pas, dis-je d'une voix basse. Sortez tous. Mathieu s'occupe de ça maintenant. Tu ne peux pas me la garder, dit Valérie en se levant, sa façade polie se fissurant. Els sang, du sang. Je pointais les peintures de Léa sur le mur. Où était le sang quand elle avait de la fièvre à 2 ans et que je suis restée éveillée toute la nuit? Où était-il pour chaque genou écorché? Chaque spectacle scolaire? Vous n'avez pas le droit de revenir maintenant. Langston ricana. Nous sommes prêts à rendre cela public. La presse adore une mère qui se bat pour son enfant volé. Volé? Je sentis quelque chose se briser. J'ai le mot. Valérie. Tu veux que je le montre à la presse? Ma mère saisit le bras de Valérie, la fixant du regard. Ce n'est pas terminé, Élise. Tu as toujours été égoïste. Ils partirent. La mallette de Langston se balançait comme une menace. Mathieu resta, le visage grave. Il joue sale. Tu es prête pour ça? Je sortis une clé USB. Des années de négligence documentées à l'intérieur. Ils n'ont aucune idée à quel point je suis prête. Ils se battaient pour un fonds fiduciaire que notre grand-mère avait laissé pour le premier enfant de Valérie. Une fortune qu'ils ne pouvaient contrôler que si Léa était sous leur garde. 2 millions d'euros accessibles à ses 10 à 8 ans, sauf s'ils l'obtenaient maintenant et devenaient les administrateurs. Ce n'était pas une question d'amour, c'était une question d'argent. Mathieu, mon avocat, installa son bureau dans son cabinet confortable de Crestview, papiers et tasses de café s'empilant. Lucas Bernard, l'enquêteur privé qu'il avait engagé, fut un sauveur. Un homme bourru qui avait quitté le monde corporatif de Denver pour découvrir des vérités. Ta sœur a été bien occupée, dit Lucas un matin, laissant tomber une pile de photos sur le bureau de Mathieu. Elle montrait Valérie à des galas élégants à Denver, des fêtes sur yacht et des clubs exclusifs, des horodatages couvrant les 10 années où j'avais élevé Léa. Elle n'avait pas l'air malade ni en difficulté, juste insouciante, sans le fardeau de la fille qu'elle avait abandonnée. Il y a plus, dit Lucas en faisant glisser un document légal sur la table. Le testament de notre grand-mère. La clause est claire. Le fonds va à l'enfant de Valérie élevé au sein de la famille Moreau. Hesdin, si je gardais Léa, ils n'obtenaient rien. S'ils obtenaient la garde, ils pouvaient gérer les fonds. Mes mains tremblèrent. Alors c'est pour ça. Ils ont trouvé Derek Voss, dit Lucas. Il est prêt à parler. Il en a assez des manigances de Valérie et de tes parents. Organise ça, dis-je. Je veux tout. Cette nuit-là, Léa rentra de chez